La mondialisation de l'économie, depuis le début de la colonisation, a jeté dans la concurrence tous les paysans du monde. L'existence de chacun d'eux dépend désormais des cours mondiaux des produits agricoles. Au Burkina Faso, 80% de la population vit de l'agriculture. Situé au sud du Sahara, sans accès à la mer, le pays ne détient ni pétrole ni minerais convoités. Son climat aride ne permet ni la culture du cacao, ni celle des fruits exotiques comme dans les pays plus au sud. Le Burkina Faso a longtemps été considéré comme une simple réserve de main-d'œuvre pour les pays voisins. La région a commencé à susciter un intérêt économique avec le développement de la culture du coton. Aujourd'hui, elle reste la principale source de revenus pour l'État burkinabé. Jusqu'au XVIIIe siècle, les manufactures européennes filaient principalement le lin et la laine. Le coton était une fibre aussi rare que la soie. Les solutions techniques pour égrener le coton de façon industrielle et les filatures modernes sont apparues au début du XIXe siècle. Le coton était alors cultivé principalement dans le sud des États-Unis, dans les plantations utilisant des esclaves. En 1861, la guerre de sécession déchire les États-Unis. Les exportations de coton sont interrompues. La France, comme l'Angleterre, se retrouve à court de matières premières pour ses filatures et mesure sa dépendance. Les industriels et l'administration se tournent alors vers les nouvelles colonies d'Afrique équatoriale et centrale pour tenter d'y développer la culture cotonnière. La vulgarisation, entre guillemets, de la culture cotonnière était confiée à l'administration, avec ses services de l'agriculture et avec les services du commandant, en quelque sorte, les gardes, etc. Bon, donc une vulgarisation, ce que j'appellerais musclée. Et le coton est devenu une culture obligatoire, mal reçue par les paysans, bien entendu, mais enfin, progressivement, qui s'est mis en place dans les systèmes de culture des agriculteurs, qui a trouvé sa place. Toutes les expériences qui ont eu lieu pour tenter de développer la production en Afrique s'appuyaient essentiellement sur la tradition africaine et sur la chefferie traditionnelle. Et en fait, on donnait, enfin je vais caricaturer un peu, mais on donnait une caisse de savon et un vélo au chef du village et on lui disait, voilà, il faut produire du coton. Et c'était au chef de village de tenter de développer la production cotonnière, mais sans qu'il y ait vraiment d'encadrement technique. Ce qui était obligatoire, c'était de payer l'impôt. Cet impôt, il n'était pas énorme peut-être, mais enfin, il était là. Il fallait tous les ans que les agriculteurs, chaque famille d'agriculteurs, paye l'impôt à l'administration, et sans avoir de ressources monétaires, puisque les gens vivaient essentiellement en autarcie, ou tout au moins dans une économie qui était peu ou pas du tout monétarisée. Imposer un impôt en milieu rural entraînait la nécessité d'avoir des ressources monétaires. Et ces ressources monétaires, il n'y avait guère que le coton, dans les zones où on faisait du coton. Ailleurs, c'était l'arachide, culture imposée par l'administration de l'arachide dans un autre coin. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le coton est une matière stratégique en France. C'est le deuxième poste d'importation après le pétrole. L'industrie textile est le premier secteur d'emploi. Mais la production cotonnière dans les colonies africaines n'est pas à la hauteur des sommes investies. La France continue de payer son coton au prix fort et en dollars. En 1949, une mission est envoyée en Afrique centrale pour réorganiser la filière. Elle est menée par un haut fonctionnaire, Carbon de Ferrière, et un agronome, René Dumont. La mission aboutit à la création de la CFDT, la Compagnie française de développement des textiles. Pendant plusieurs décennies, elle a bénéficié d'une situation de quasi-monopole sur l'ensemble de la filière coton de l'Afrique francophone. L'élément, à mon sens, le plus révolutionnaire introduit par René Dumont et Carbon de Ferrière, c'était que la production devait avant tout se développer en s'appuyant sur l'amélioration des conditions de vie et de revenus des paysans. En gros, pour faire simple, le coton ne pourrait se développer valablement dans les colonies si et seulement si le paysan y trouvait son compte. Bon, ça paraît évident, ça paraît être, ne pas constituer quelque chose, je dirais, de révolutionnaire. Néanmoins, personne n'y avait pensé jusqu'à présent. Lorsque l'indépendance est arrivée, en 1960, il n'y a pas eu de rupture du tout dans le développement de la culture cotonnière dans les zones CFDT, pas du tout. En fait, les contrats qui étaient passés entre l'administration coloniale et la CFDT ont été passés par les nouvelles administrations nationales et la CFDT de la même façon. Et dans les années 70, la culture cotonnière avait atteint une telle importance qu'il était difficile
pour l'administration française notamment, d'être sur plan, sur terrain, avec une société française qui assurait l'économie de ces régions. Il y a eu, dans la plupart des cas, la création de sociétés cotonnières nationales, dans lesquelles les États respectifs avaient une participation majoritaire, et la CFDT une participation minoritaire. Alors que l'Afrique produit de plus en plus de coton, l'industrie textile française est délocalisée. L'essentiel de la production est acheminé désormais vers les ports du sud-est asiatique. Le coton n'est donc plus une matière première stratégique pour la France. La Compagnie française de développement des textiles, devenue Dagris, est privatisée en 2008 sous le nom de Géocoton. Elle est vendue à 2 groupes français ayant des activités commerciales en Afrique, Advance et CMA-CGM. Moi, je m'appelle Niamé Boulay. Je suis chef de village, directement chez le conseil municipal. Ça, c'est le champ de sorgho. Bon, on sait qu'en tout cas, pour le sorgho, je sais qu'il n'y a pas de problème. Effectivement, nous, on a élaboré ça une fois. Depuis, on n'a pas mis l'engrais, rien. Et puis, on va trouver des choses dedans. Le sorgho, c'est le même travail qu'on fait les petits mils là aussi. Donc, il n'y a pas de différence pour deux là. Ce n'est pas comme le coton et puis le maïs. Parce que le coton et le maïs, on peut faire ça en commerce. Tu vois, le maïs là, bon, il y a des marchés pour payer ça. Coton, il y a des marchés pour payer ça. Donc maintenant, on sait qu'en tout cas, c'est à cause de ça, on met l'engrais, le deux là. C'est le coton. On a des champs de coton. Bon, on cultive ça pour gagner l'argent. Sinon, bon, le travail de coton, c'est difficile. Parce que s'il y a trop de pluie, le coton ne donne pas bien. Si la pluie là aussi, c'est manque, c'est des problèmes. C'est difficile. Plus c'est le mil et puis le maïs. L'approche pour le développement de la culture cotonnière a toujours été une approche, je dirais, agronomique. Et donc d'emblée, on a pris conscience qu'on ne pouvait pas faire que du coton. Si bien que les exploitations agricoles, les exploitations cotonnières encadrées par la CFDT présentaient et présentent en général 1/3 de coton pour 2/3 de culture vivrière. Il ne faut pas opposer culture de rente et culture vivrière. Elles sont complémentaires. Les agriculteurs ont tout autant besoin d'argent pour aller envoyer leurs enfants à l'école, pour pouvoir se soigner, pour pouvoir acheter des médicaments, pour pouvoir avoir du pétrole, pour pouvoir s'éclairer, pour pouvoir se chauffer, pour pouvoir s'habiller, que de nourriture. C'est vrai que la nourriture sera prioritaire. Mais dès lors qu'on assure l'approvisionnement vivrier, ensuite, l'argent est aussi indispensable. Au Burkina, la filière est intégrée. Les intrants, c'est-à-dire les pesticides, les engrais et les graines, sont fournis à crédit par les sociétés cotonnières. Après la récolte et le ramassage, les sociétés payent les groupements de paysans en déduisant le remboursement du crédit. Bon, comme le vieux, lui, il est au village. C'est moi, le grand frère de la famille. Donc, ça m'appartient. Oui, c'est avec les femmes. On travaille avec les femmes. Bon, parce que bon, il n'y a pas beaucoup de monde comme ça pour récolter. Et puis, la plupart les contractuels ne se trouvent pas comme ça. Ah, bon, on n'a pas le choix. Même si tu n'es pas content, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux rien faire. Avec le prix du coton, vraiment, le prix est vraiment bas. Donc, le crédit là est trop. Les engrais sont trop chers. Par rapport au prix du coton, vraiment, c'est trop cher. Oui. Les paysans se rassemblent en groupements de producteurs. Ces petites structures sont coordonnées par l'UNPCB, l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina. Dans les années 90, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international imposent la privatisation des sociétés cotonnières africaines. Avec l'appui de l'État burkinabé,
l'Union nationale des producteurs de coton devient actionnaire de la société cotonnière, la Sofitex. Dans un deuxième temps, en 2004, 2 nouvelles compagnies privées sont créées. La Sofitex, dont l'État reste l'actionnaire majoritaire, conserve l'exclusivité de la zone ouest, soit 85% de la production du pays. L'Union nationale des producteurs de coton est aujourd'hui actionnaire des 3 compagnies à hauteur de 30%. Que nous soyons actionnaires dans les sociétés, pas forcément pour avoir de l'argent. La structure n'est pas une structure qui est faite pour être actionnaire, emmagasiner de l'argent, mais c'est pour être dans les instances de décision pour qu'on sache dans quelles conditions le producteur ne serait jamais d'accord à faire telle chose. Cela, forcément, a fait aussi évoluer un certain nombre de comportements entre nous et les sociétés, bien sûr, dans le respect et dans la collaboration du producteur. Avoir du matériel, et des charrues, des bœufs, c'est dans la zone cotonnière que les paysans sont les mieux équipés. Envoyer son enfant à l'école, payer ses études jusqu'à l'université, je l'ai fait et plusieurs l'ont fait, c'est le coton qui le fait au Burkina Faso ici. Et pouvoir avoir des céréales jusqu'à charger des camions envoyés à Ouagadougou, c'est le coton, ce n'est que seulement dans la zone cotonnière que ça se fait. La filière coton africaine subit une grave crise dans le début des années 2000. Le Burkina, grâce à l'implication des représentants de producteurs, résiste mieux que ses voisins, devenant le premier producteur d'Afrique de l'Ouest. L'impact de la crise, c'est que les revenus des producteurs ont fortement baissé. Et ça a même diminué les surfaces et les producteurs qui adhèrent. Ça a également réanimé l'exode vers les villes et à l'extérieur du pays. La crise dépend de plusieurs facteurs. Aux États-Unis, 25 000 producteurs se partagent plusieurs milliards de dollars de subventions par an. En Afrique subsaharienne, ce sont près de 10 millions de personnes qui tentent de survivre de la culture du coton. Ils n'ont aucun moyen pour compenser les prix des cours mondiaux, maintenus artificiellement bas par les subventions américaines. Autre problème, le change euro-dollar. Le franc CFA est rattaché à l'euro, mais le cours du coton est en dollars. Tous les intrants sont achetés en euros, mais la récolte est revendue en dollars. Le maintien d'un euro fort depuis 2001 pénalise une économie africaine d'exportation. Enfin, les intrants chimiques, liés au cours du pétrole, ont fortement augmenté. En fin de récolte, beaucoup de paysans non seulement ne sont pas rémunérés, mais se retrouvent endettés. 347. Les paysans aujourd'hui ne vendent pas leur coton. Ce qu'ils reçoivent là, ce n'est pas le prix de leur coton. Pas du tout. Mais c'est leur effort physique, parce que vous savez que les paysans ne savent pas comptabiliser aussi leur participation physique, la participation de leur famille, tout. Ils ne comptent pas ça. Pour eux, c'est moi, ce sont mes enfants, on travaille, donc ce n'est pas du tout compté, ça ne se trouve pas dans des calculs. Vous voyez, c'est pourquoi, quand ils le reçoivent là, bon, en fait c'est leur travail physique, ils sont déjà presque esclaves, du moins ouvriers si on veut bien voir. L'Union est devenue actionnaire à la Sofitex. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut deux poids, deux mesures? Est-ce qu'on peut défendre les intérêts même des paysans et puis alors encore défendre ses intérêts au niveau de la Sofitex, les bénéfices de chaque année? Vous voyez?
Donc le paysan en tant qu'il ne sait pas réellement ce qui se passe. Parce que je suis dit, mais comment? Nga kaligé ta nebe mi soroni. Nde ninga mujo am wafla. Mais abeta tranfo foueti do. Ina wa saba allo do en effet. Kasonga wa bidulu tulisha. Donc akela komi vraiment ni deme be yoro mina abichi jaka an deme jango ame bonno wana. Sinon ni kwale kolo ale kone ne kone da bola. Au Burkina Faso, nous n'avons pas le choix. Sans quoi, avec la culture du coton, si tu as choisi de cultiver le coton, c'est que tu as choisi d'être pauvre. Parce que moi, je n'ai trouvé que mon vieux cultivait le coton. Mais vous avez vu la cour là? Alors que moi, j'ai 29 ans. Je ne sais pas dans quelle année mon papa a commencé le coton. Mais jusqu'à présent, s'il pleut, moi, je suis obligé de sortir sous la pluie pour boucher quelques trous, pour éviter que l'eau touche à mes enfants. Moi, mon avenir, ça va aboutir à quoi? Si j'avais le choix de cultiver autre sémence, j'allais le faire et puis abandonner le coton. Parce que je vois que j'ai choisi la pauvreté, mais je n'ai pas le choix. Pourquoi? Je n'ai pas les moyens pour me payer de l'engrais, faire autre chose. Voilà. Donc, nous, nos dirigeants, ils sont là, ils nous imposent des choses, ils nous disent de travailler. C'est parce qu'eux, ils profitent. Moi, je peux dire que mes bœufs de labour que moi j'ai là, je les entretiens mieux par rapport à ce que nos dirigeants nous entretiennent. Au Burkina Faso, le coton représente plus de 50% des exportations. 3 millions de personnes, soit un Burkinabé sur 4, vit du coton. Principale source de revenus pour l'État, c'est aussi le secteur marchand et les différents intermédiaires de la filière qui bénéficient de l'argent engendré par les exportations. Si le coton n'est plus rentable pour le paysan, ces acteurs continuent d'y trouver leur intérêt. L'autre élément qui, toujours dans le désordre, qui moi me paraît important, c'est le fait qu'il n'y ait pas de transformation locale, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune valeur, enfin pratiquement aucune valeur ajoutée d'apporter sur la production cotonnière africaine. Oui, l'égrenage et on vend de la fibre, on part de coton-graine, on vend de la fibre, mais enfin bon, c'est pas, je dirais, c'est pas la valeur ajoutée la plus importante. La valeur ajoutée la plus importante, c'est quand Lacoste coud le crocodile sur sa chemise. Hein, et si vous voulez, en Afrique, on en est loin, on est complètement en amont de la filière. Cette idée n'est pas neuve. En 1983, le jeune Thomas Sankara devient président du Burkina Faso. Il bouscule les habitudes des gouvernements inféodés à la France et met en place une politique au service de l'amélioration des conditions de vie de la population. Pour la filière coton, il encourage le développement de la transformation locale. Produire en Afrique, transformer en Afrique et consommer en Afrique. Produisons ce dont nous avons besoin et consommons ce que nous produisons au lieu d'importer. Le Burkina Faso est venu vous exposer ici la cotonnade produite au Burkina Faso, tissée au Burkina Faso, cousue au Burkina Faso pour habiller les Burkinabés. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. Je vous remercie, Monsieur le Président. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Thomas Sankara est assassiné le 15 octobre 1987. Le gouvernement du nouveau président Blaise Compaoré rallie la Banque mondiale et le Fonds monétaire international en inaugurant un programme d'ajustement structurel. Autrement dit, les processus de libéralisation de l'économie et de désengagement de l'État sont en cours. C'est le cahier dans lequel je découpais les échantillons que je classais dans un jour. Si un jour on a besoin de montrer à quelqu'un pour que je puisse le montrer, voilà, ce sont des créations comme ça, mes propres créations. Mais ce sont des tissus que les gens avaient amenés, les commerçants, pour qu'on leur produise. Vous voyez. Depuis qu'on nous a gazés, moi je ne suis plus rentré là-bas. Parce que moi j'ai fait 31 ans de service, de 1969 à 2001, qu'on a fermé l'usine. Bon, ici, c'est la devanture de l'usine Fasotex. Dans le temps, ça s'appelait Fasofani. Bon, c'est la transformation du coton en crétonne, en fil et
en impression. On imprime le tissu pour faire les pagnes des femmes là. Voyez. Donc on prenait quoi comme coton? Il venait d'où le coton? Le coton nous est ravitaillé par l'usine Sofitex. On prenait le coton là-bas et on fait la transformation. Donc c'était du coton burkinabé? Oui. Coton burkinabé. Oui. Et pourquoi elle est fermée cette usine alors? Bon, c'est dû à la mauvaise gestion. Ça c'est sincèrement dit, c'est la mauvaise gestion. Et au moment où on a constaté que ça ne tourne pas, nos responsables, en l'occurrence les délégués, ont appelé nos autorités de venir constater les faits, mais bon, rien ne se faisait. Jusqu'à vraiment ça, on n'arrivait même pas à payer le salaire. Et en définitive, bon, ça tournait au chaos. Et on ne peut pas concurrencer avec les pagnes qui viennent de la Chine, qui sont moins chers. À une certaine année, en 1994, nos magasins étaient pleins. Parce qu'on ne peut pas vendre. Vous partez au marché, vous avez le pain à 750, 650, alors que chez nous, si ce n'est pas 1000, 1250, 1500, on ne peut pas. Mais nous qui travaillons ici, même si nous partons au marché, on est obligé d'acheter moins cher, tout en sachant qu'on sait, on est conscient de cela, hein, mais ta poche là ne te permet pas d'acheter les trucs produits ici. Le programme d'ajustement structurel, ou PAS, a des effets encore plus néfastes sur les autres filières agricoles. Les services étatiques encadrant et régulant les cultures vivrières sont démantelés. Alors que les régions cotonnières sont excédentaires en céréales, c'est paradoxalement à Bobo-Dioulasso, capitale du coton burkinabé, qu'ont débuté les émeutes de la faim en février 2008. Subitement, ceux-là même qui ont mis en place les programmes de la Banque mondiale semblent en découvrir les effets destructeurs. Notre réflexion, notre analyse, après une quinzaine d'années de mise en œuvre de ça, c'est que quelque part, quelque chose n'a pas été bien fait. Nous avons, on a dit, c'est pas nous qui avons dit, on a dit que l'État doit se désengager et que c'est le secteur privé qui doit pouvoir assumer un certain nombre de fonctions. Posé comme ça, on n'a pas à être contre. Si quelqu'un peut faire bien, mieux le travail qu'un autre, il vaut mieux que celui qui peut le faire bien le fasse. Mais, avant de dire à celui à qui on veut confier le travail que désormais c'est lui, et lui exclusivement, il faut s'assurer qu'il peut faire le travail. Or, cette analyse n'a pas été faite en ce qui concerne le développement de l'agriculture dans nos pays. Moi, je m'appelle Miloro Mesme. Je suis producteur, agriculteur dans le village de Léna. Ça fait 54 km de Bobo-Dioulasso. Voilà, ça c'est le jardin ici. Et ça c'est du gombo, du piment, de la tomate, des aubergines et le manioc. Il n'y a pas beaucoup de maraîchers. Ici, là, ce que je vous dis, ça c'est le nombre de paysans qui ici, 2 qui font ça. Hein. Bon, je m'en sors bien parce que vous voyez que dans mon département, les gens s'adonnent trop à la culture du coton, si bien qu'il leur en manque beaucoup de choses pour se nourrir. Et avant, bon, j'ai fait du coton aussi. Hein. C'était le premier producteur de coton dans le département. Alors j'en ai fait jusqu'à 5 ans. Mais après une analyse, après un constat, j'ai trouvé que le coton n'était pas rentable. Par rapport à l'arachide aussi, le temps mis, les labos, les semis, la récolte, ce qu'on met, j'ai fait cette évaluation, je me dis qu'il y a une grande différence. Ça, c'est le champ d'arachide qui fait 1 hectare. C'est ma culture de rente. Voilà. Ça se vend très bien. Même en octobre déjà, vous avez la tine à 1000 francs. Non décortiquée. Hein. Cependant, vous pouvez même vendre votre tine de maïs à 1000 francs. Vous voyez, non? Pourtant, la production du maïs, là, ça coûte beaucoup plus cher que ça. Tu aurais mis des engrais, herbicides et pas mal de choses qui rentrent dans la culture du maïs. Tandis qu'ici, là, qu'est-ce que vous avez? Votre charrie et puis vos semences, c'est tout. Si je dois faire du maïs, je vais payer de l'engrais juste pour 1 hectare de maïs.
Chaque année, je paie mon engrais pour mon maïs. Je ne suis pas endetté. Qui n'est pas bonne saison ou mauvaise saison, je ne suis pas endetté. Le peu que j'aurai, ce serait à moi déjà, parce que j'ai déjà préfinancé mes engrais. Je ne fais pas du coton, mais il y a une plante encore qui permet mieux la rotation. Le soja, par exemple, ça enrichit le sol. Et c'est une plante qui est très rentable. Vous n'avez pas de traitement, vous n'avez pas à mettre des engrais si vous voulez. Et puis, il n'y a pas d'insecticides. Vous ne le traitez pas, il se produit très bien. Et il y a des gens, il y a des transformatrices qui demandent vraiment le soja. Il y a des gens qui me disent que même si je fais 300 tonnes de soja, ils vont les prendre. Fin novembre, j'ai fini de tout récolter. J'ai tout le temps de m'occuper de mes maisons, de m'occuper de mes poulaillers, de mes porcs, de ceci, cela. Cependant, les gens sont dans la récolte du coton, que le coton. Hein. Et jusqu'en janvier, ils sont dedans. Une fois récoltés, ils se mettent à les ramasser et l'amener au marché coton. Et ils vont attacher, ils vont charger les camions, mais ils se trouvent en mars. Tu ne peux même pas te faire une maisonnette pour vivre. Allez, promenez-vous dans les champs, vous allez voir comment les paysans dorment. Parce que le temps du coton a pris tout ça. Les paysans comme Mesma Milogo sont encore rares. En revanche, les organisations indépendantes de paysans n'ont pas attendu la crise pour critiquer le tout coton des autorités. Pour un producteur, acheter la nourriture qu'il peut produire, c'est quand même lui poser beaucoup de problèmes. Le producteur s'attend d'abord à pouvoir se nourrir au sein de son exploitation familiale et à produire et nourrir la population nationale. D'abord, ça, c'est assez noble comme objectif. Mais si on doit glisser dans des concepts de sécurité alimentaire qui peut privilégier l'exportation, là, ça ne nous arrange pas. Et on sera toujours dans le même cercle vicieux où si les cours mondiaux montent, ben, on ressent un grand coup à notre niveau ici. La souveraineté alimentaire, c'est une définition en fait qui est connue, c'est-à-dire que c'est le droit des peuples à produire pour se nourrir et à se nourrir avec leur production et le droit aussi de protéger leur marché agricole. C'est à peu près ça donc la souveraineté alimentaire qui s'oppose un peu à la sécurité alimentaire parce que dans la sécurité alimentaire telle que ça a été développé, l'alimentation peut être assurée par les importations. Alors qu'ici, dans le cas de la souveraineté alimentaire, on estime que l'alimentation doit se faire à partir de la production régionale. Mais je ne veux pas faire de l'opposition pour de l'opposition, mais je compare deux situations. Je ne vois pas ce qui a été fait au niveau des cultures vivrières au même titre que pour le coton. Tant et si bien qu'aujourd'hui, tous les problèmes au niveau des cultures vivrières restent globaux. Problème d'approvisionnement en intrants, problème d'organisation du marché, l'accès au marché, problème même de la gestion même de la qualité, etc., etc., etc. En dehors des politiques officielles, des expériences pour tenter de dynamiser l'agriculture locale sont soutenues par des associations et des organisations caritatives. La différence entre le niveau de structuration de la filière coton et celui de ses filières alimentaires est flagrante, comme par exemple ici avec le lait. Je vis vraiment avec le lait local. On peut faire du bon yaourt et du bon déguet. Et quand je suis revenue, on a commencé. On a commencé avec 6 litres. Et on a essayé, ça a marché. De plus en plus, tous les jours, ça fait qu'augmenter. En hivernage, on a beaucoup de fournisseurs, puisqu'on a jusqu'à 5 villages. Et on prend et puis on transforme. On fait du yaourt, du déguet, du lait frais. Et ça marche. Actuellement, comme il a commencé à bien pleuvoir, il y a du pâturage, le lait commence à arriver de tous les villages. Oui. Et puis au mois d'août, il y en aura encore plus, septembre, octobre, il n'y a pas de problème. Mais comme après, les gens ne sont pas habitués à stocker du fourrage
pour nourrir les animaux toute l'année. Oui, à partir de janvier, là, ça commence à baisser, février, mars, il n'y en a plus. C'est ça. Donc, si on veut assurer la survie de la laiterie, il faut que les éleveurs trouvent leur intérêt dans la laiterie. Oui. Et je pense maintenant que le lait en poudre a augmenté, ils peuvent trouver leurs intérêts ici dans la laiterie. Mais alors, il faut aussi qu'ils soient capables de fournir du lait toute l'année et donc de stocker du fourrage suffisamment pour quelques vaches laitières qu'ils vont bien nourrir. On a 7 millions de bovins au Burkina et on n'est pas capable de fournir du lait au-delà de 3 mois pendant l'année. Avant, je faisais du lait en poudre. Donc, le jour qu'il est venu même nous rendre visite, il a vu le lait, le yaourt, c'était fait à base du lait en poudre. Donc, il a dit c'est pas normal, que c'est pas bon. Si on pouvait travailler avec nos parents, les éleveurs qui sont à côté. Les États de l'Union monétaire ouest-africaine sont parmi les plus libéralisés du monde. Les droits de douane sur les importations sont très faibles. En 2009, il ne compte que 4 catégories. Le lait en poudre et le blé européen, subventionnés par la PAC, sont taxés à 5%. Le riz asiatique ou américain à 10%. Le plafond de 20% s'applique seulement aux produits industriels. Il faut protéger quand même notre agriculture, si on veut qu'elle survive. Et dans aucun pays du monde, on a ouvert totalement. Même vous, en Europe, vous savez ce qui se passe dans votre... avec l'Union européenne. Et maintenant, nous, on nous demande la Lune. Parce qu'en réalité, vous avez eu tous les moyens et tout le temps nécessaire de pouvoir consolider tout ce que vous devrez faire. Et vous étiez arrivé à une situation de surproduction, à la limite, pour la plupart des produits essentiels. Nous ne sommes pas au même stade. Nous n'avons ni le même niveau d'investissement, ni encore moins, j'allais dire, le niveau technique réel de vos producteurs pour pouvoir rentrer dans une concurrence. Ça, c'est un faux débat. Les filières vivrières se retrouvent à la traîne. Contrairement au coton, elles n'engendrent pas de devises étrangères. Ces devises, qui sont nécessaires à l'importation des biens d'équipement et des produits de luxe, consommés par les classes dirigeantes. Autre exemple de filière déstabilisée par le programme d'ajustement structurel, le riz. Ici au Burkina, la plupart du riz consommé provient d'Asie et des États-Unis. Je m'appelle Belem Adama Pierre, technicien supérieur d'agriculture, chef du service départemental d'agriculture de Bama. Nous sommes au niveau des parcelles rizicoles du quartier 4-1 de la vallée du Cou. Ce périmètre-là a été aménagé spécialement pour la production rizicole. C'est les autorités du Burkina, dans le temps de la Haute-Volta, qui avaient décidé ainsi. Et toute la superficie du périmètre, là, ça fait 1260 hectares. Et il y a 1300 exploitants. La moyenne de la superficie par exploitant est de 0,5 à 1 hectare. Au début des années 70 à 80, le prix du riz n'était pas élevé. Et en ce moment aussi, les intrants aussi ne coûtaient pas cher. Et le rendement était très, très intéressant. On avait des rendements de 6, 7, 8 tonnes hectares. En début du périmètre où les parcelles étaient encore très fertiles, il faut le souligner. Mais comme nous exploitons 2 fois par an, donc les sols se sont appauvris à un moment donné et les rendements ont baissé. En ce moment, le riz importé avait concurrencé le riz local. Ce qui fait que les producteurs vendaient très mal leur riz et c'était le riz importé qui, en tout cas, était mieux vu et mieux acheté. On est en train de relancer la production rizicole à cause des problèmes que nous avons pour avoir le riz à l'extérieur. On n'arrive plus à avoir le riz à l'extérieur, donc on veut relancer la culture du riz. Donc les producteurs qui avaient commencé à baisser les bras sont revenus en force pour occuper leurs parcelles. Le riz produit localement est un riz de très bonne qualité et très nutritif par rapport au riz importé. C'est-à-dire que le riz importé venait de Thaïlande. Et il semble que c'était pas du riz que les gens de là-bas consommaient, c'était peut-être pour donner aux animaux. Depuis 2002, ce qu'on appelle la formation GIPD, où on encourageait les producteurs à surtout produire bio, surtout mettre la fumure organique et utiliser le moins possible les pesticides. Et les gens dépensaient moins en fumure minérale. Maintenant, ils mettaient beaucoup plus de fumure organique et ils produisaient beaucoup. Et ils utilisaient très peu de pesticides. Est-ce que vous arriveriez
à produire le riz nécessaire pour le Burkina. Ah oui, ça je suis convaincu. Avec la formule GIPD là, vraiment on peut s'en sortir. Ça je suis convaincu. Donc nous pensons que si le gouvernement protège la production locale en nous aidant à avoir les intrants nécessaires, en nous aidant à nous réorganiser au niveau des organisations paysannes et en nous aidant dans la commercialisation, la filière rizicole peut vraiment décoller. Et c'est ce que le gouvernement est réellement en train de faire actuellement. On a reçu la semence, on a reçu les intrants. Ils promettent aussi de venir, en tout cas à la production, nous aider à enlever, à acheter le riz. Si c'était vraiment, si ça se faisait ainsi, en tout cas la filière riz pourra vraiment décoller. Mais ils auraient pu le faire avant, ça. Oui, en fait, c'est ça. Ouais, en fait. Si des politiques d'augmentation de la production sont nécessaires, elles ne sont désormais plus suffisantes. Le problème de la perte de fertilité des sols rencontré ici, dans la culture rizicole, concerne en réalité toute l'agriculture du Sahel. Avant, d'après le producteur, il y avait des cultures. Mais avec le pâturage, ça a carrément dégradé la partie, compte tenu des fortes érosions et compte tenu de la coupe abusive aussi du bois. Parce que les bois qui protégeaient la partie, ils ont tout coupé. Il y avait des lianes, des dicroctatus, bon, ils ont tout coupé. Donc, rien ne peut arrêter l'écoulement de l'eau. Les engrais minéraux sont composés justement des éléments qui, à long terme, détruisent le terrain. Vous êtes censé comprendre comme nous aussi, que comme le paysan est très limité, il ne peut pas produire de la fumure organique. Il est donc obligé de prendre les engrais minéraux pour les prendre sur son coton et même épandre sur les autres cultures, d'où le maïs, le sorgho, même souvent le mil. Mais ce qui est sûr, ce que les paysans même nous ont dit, les engrais minéraux détériorent le sol, ils nous ont dit même, c'est-à-dire après 7 ans, le terrain commence à se dégrader. Nous sommes en train de les initier à la confection des fosses fumières et à la production massive de fumée organique. Bon, la solution pour continuer à faire le coton n'est pas là, mais c'est la solution de la survie. En fait, on a mis en place une agriculture qui stérilise le sol. Donc on travaille, on ne fait pas de l'hydroponie, mais presque, c'est-à-dire on fait de la culture pratiquement sans sol, où le sol est un substrat et on apporte ce qu'il faut et on ne veut surtout pas être ennuyé par les interactions liées au sol. Donc plus il est neutre, plus il est stérile, mieux il nous convient. Les sols africains sont beaucoup plus fragiles que les sols des zones tempérées, que si on continue à pratiquer une agriculture intensive dans ces zones-là avec les techniques dont on dispose aujourd'hui, on est en train de condamner et appauvrir toute une partie du continent africain qui n'a pas besoin de ça pour être appauvri. En collaboration avec le programme Coton de l'INERA, l'Institut de l'environnement et des recherches agricoles, la Sofitex expérimente et vulgarise ses innovations pour l'avenir de la filière coton. Je m'appelle Samake Siaka, je suis le responsable de la ferme de Boni. La ferme a été créée depuis 1965. Elle s'étend sur une superficie de 102 hectares. Toute innovation de la Sofitex est expérimentée à partir de la ferme. Bon, quand ça s'avère très bon, on fait promulguer ça au niveau des producteurs. Mais ces innovations quittent d'abord la recherche. Par exemple, l'INERA. Des techniques pour améliorer les rendements et contrer l'érosion des sols sont expérimentées. Par exemple, la fumure organique, produite à partir de faux sapurins, ou encore des haies et des cordons pierreux pour réduire le ruissellement et l'érosion due au vent. Mais la principale nouveauté technologique développée ici sont les OGM. Le programme coton de l'INERA est en effet largement financé par Monsanto depuis quelques années. Cette multinationale américaine chimique et semencière, leader mondial des OGM, ne pouvait rester en marge des 2 millions d'hectares de coton cultivés en Afrique de l'Ouest. Le coton OGM, ou BT, cultivé au Burkina, a été modifié pour sécréter lui-même un insecticide luttant contre une catégorie de chenilles. Les traitements pesticides sont donc théoriquement réduits. Mais en insérant le gène BT dans le coton conventionnel,
il devient propriété de Monsanto et de l'État burkinabé. L'utilisation de cette semence est alors soumise au paiement d'un droit de propriété intellectuelle. Les dirigeants de la filière coton du Burkina sont les premiers en Afrique de l'Ouest à avoir cédé à Monsanto. Donc c'est les mêmes cotons du Burkina. C'est pas comme ailleurs, ils ont pris leurs variétés, ils ont inoculé, ils ont envoyé. Chez nous, c'est notre variété, c'est nos variétés qui ont été modifiées génétiquement. Voilà. Les OGM sont venus pour réduire la marche, la fatigue des paysans, l'inhalation et pour augmenter le rendement parce que le cotonnier est protégé depuis la sortie. Et ce n'est traité que vers la fin du cycle pour au moins améliorer la qualité des fibres. Nous traitons les cotonniers conventionnels. Et ces insecticides, ça ne reste pas sur le cotonnier, ça tombe sur le sol. Et si ça tombe sur le sol, ça ruisselle. Donc, est-ce que si ces insecticides ont des conséquences sur le sol, bon, peut-être, si ces insecticides n'ont pas de conséquences sur le sol, peut-être les OGM n'auront pas de conséquences sur le sol. Voilà. Mais en tout cas, d'après la recherche, ils ont testé, ce qu'ils nous ont dit ici lors de la journée porte ouverte, ils ont dit qu'ils ont testé, ça n'a aucun rapport, ça ne joue pas sur les microflores du sol. Nous, au Burkina ici, nous sommes allés aux OGM parce que nous avons voulu, toute question auquel il y a une solution possible, quelque part, nous l'avons cherchée. Comme on a rénové en créant les groupements de producteurs de coton, en créant les structures de producteurs de coton organisées verticalement, qui était une chose nouvelle, nous avons été critiqués. Mais aujourd'hui, les gens nous donnent raison parce que les gens disent que dans une filière, si les producteurs ne sont pas impliqués, s'ils ne sont pas organisés, ce n'est pas comme le temps colon où il fallait parler seulement avec le chef de canton et les gens sont obligés de produire. Donc cet exemple d'initiative propre à nous a poussé, c'est pour vous donner un exemple d'avenir. Nous, en tant que Burkinabés, nous avons dit pourquoi pas. Bon, je m'appelle Nimo Eli, je suis producteur de coton. Je suis le président des producteurs de coton du département de Boni. J'ai cultivé du coton, tout mon superficie de coton, c'est 20 hectares. Donc, conventionnel, j'ai fait 6. OGM, j'ai fait 14. Ici, là, ça, c'est le coton conventionnel. Le coton qu'on a l'habitude de cultiver. Bon, ici, là, encore, il y a le maïs qui se sépare entre le coton conventionnel et le coton OGM. Donc, on a mis des maïs pour quand même séparer, pour que ça ne puisse pas se contaminer. Donc, on a mis au moins 25 mètres de maïs au milieu. Et voilà, ça, c'est le coton OGM. Ça, c'est le coton OGM comme ça. Donc, ce que nous, les producteurs, nous voulons, nous, on veut gagner. Parce que les traitements, là, ça nous coûte trop cher. Si on traite 2 fois coton OGM, alors conventionnel, on traite 7 fois, souvent, tu pas à 8 fois. Donc, il y a déjà un gain dans ça. Bon, comme c'est une nouvelle semence, l'année passée, ils ont fait l'expérience à la ferme. Nous sommes allés visiter. Et cette année, ils ont dit qu'ils vont donner à beaucoup de producteurs de produits. C'est le président national, François Traoré. Donc, ils ont donné l'information en haut et c'est redescendu à la base. Bon, la semence, on nous a donné gratuit par la Sofites. Sinon, les autres années, c'était coton conventionnel. Ils prenaient au moins 800 francs par sac. Est-ce que vous êtes au courant des droits de propriété sur la semence, le droit de propriété intellectuelle sur les semences? Non, nous, on ne connaît pas ça d'abord. En tant que producteur, il faut qu'on te dise tout ça. Nous, on voit notre petit intérêt qui est là seulement. Bon, aux hommes là, bon, le problème qui se pose maintenant, comme on ne connaît même pas le prix de la semence, d'abord. Moi-même, j'ai produit, mais je ne connais pas le prix de la semence. C'est ça seulement qui nous manque. Il y a une pression
que l'INPCB mène aux producteurs pour faire forcément du coton BT alors qu'il ne veut pas faire le coton BT. C'est dire que lorsque vous ne ferez pas de coton BT, on ne va pas vous livrer de l'engrais. C'est une technologie que nous ne maîtrisons pas. Nous allons commencer à produire ce coton. Notre variété actuelle va disparaître. Et demain, si on nous dit que l'hectare, les semences à l'hectare, c'est 500 000 francs, vous serez obligés. Mais tant que vous n'allez pas pouvoir honorer ça, mais vous allez abandonner la production cotonnière et c'est ces mêmes multinationales qui vont venir occuper, on dit la terre appartient à l'État, qui vont venir occuper toutes nos superficies et nos producteurs vont encore devenir... C'est la main-d'œuvre et c'est l'esclavage qui continue. Pour nous, au sein de la Copagène, nous parlons de protection du patrimoine génétique. Donc, sur des siècles, il y a eu un travail énorme qui a été fait par nos populations, par nos sociétés traditionnelles anti-griffes. Alors, donc, tout ce que nous trouvons aujourd'hui, c'est le résultat d'un certain processus sur des années, sur des siècles. Alors, la vie ne pouvant pas être une propriété privée, nous disons non à toutes ces questions de brevets sur le vivant. Hein. Bon, comme je disais tantôt, le Burkina vient d'avoir un paquet de 200 milliards de francs CFA de la part des États-Unis. Ce n'est pas fortuit. Hein. C'est pour ça qu'il dit les OGM et tout ce qu'il y a autour, ce ne sont que des instruments de domination. Voilà. Donc, parlant aussi de souveraineté alimentaire, je comprends mal comment on peut aujourd'hui faire la promotion des organismes génétiquement modifiés et en même temps lutter pour la souveraineté alimentaire. Voilà, ça prouve que le fond du problème, c'est des aspects économiques, tout simplement. Hein? Monsanto n'a rien à foutre si le paysan meurt de faim ici ou pas. Monsanto cherche à faire ses bénéfices. Peut-être pas aujourd'hui, mais dans 5 ans, 10 ans, c'est le bénéfice, c'est le profit. Nous sommes dans le capitalisme libéral, comme on dit. Alors on se fait le profit, et il n'y a que le profit, c'est le refrain. Comme pour tout insecticide, après un certain nombre d'années, les chenilles deviendront résistantes au coton BT. Les paysans seront à nouveau dépendants des technologies à venir de Monsanto. Mais le principal problème de l'agriculture du Sahel reste la dégradation des sols, auxquels les OGM n'apportent aucune solution. D'autres techniques permettent non seulement d'améliorer la productivité, mais aussi d'enrayer l'érosion. Déjà, il y a 500 ans, on nous enseignait qu'il fallait labourer. Aujourd'hui, si vous voulez, le constat est plutôt amer en ce sens-là. C'est-à-dire que quand on laboure, on a tendance à stériliser les sols, on fragilise les sols, on fait crever la masse végétale superficielle et on fait aussi disparaître toute l'activité biologique à l'intérieur du sol. Donc si vous voulez, le SCV, enfin ce qu'on appelle le SCV, les semis sous couverts végétaux, bah, c'est un peu en réaction à cela, c'est-à-dire il ne faut pas labourer. Il faut maintenir un couvert végétal permanent. Kana ya ganyila sola yam be woto ne da asingra me dilam tu yik pinda ndonge ken bod moda yi sagad buto tore watin tigimni tigimna ziya bod ziya yemlen tigma to kya wala wen bumni nga na lik wala rad budu e nyagalga ko sa nyagalga radan sa te fo ligla si hala nan gension Siwa pour yam wata miti ma hawa budba kiukel la wahal ta ngibzem hoen raham pile nu raham pisi tiam yo gon yikma sa nan ke pour ma ha nan galaga de ne masa bilfu galaga de ne ma ha bilfu am sen galaga ta to sama hawa yam gin da sabal masa yam pa gin bu mato yase saga san wa to wa sam buda wata to sa zang soyi masa yam mimti masa budba sɛme pʋʋra koob sẽn ya wãk n kẽng kʋ ka be be yaase d ningd nasaar bilga la wilgdame tɩ bilga tõnd na ninga ka t'a yɩ bũmb ninga wã
tõnd sã n wa na bil-sabl la ne bil-peel la ning wakat ning wã moodã yĩnga bilga pa loogde bilga kell n bee be bala n gẽegda tẽngã noosem sẽn na n wa tɩ n ka be sasa donc t'a lebg n sik bilga yaasa tẽn-gãongã pʋgẽ tɩ tõnd me ne tɩ hal vɩʋʋgẽ wã fo sẽn ka ning zĩni wã la m na vãad mi wa tara kõbg ninga fo sẽn pa tẽed beene la kaande fo nem tɩ la m na kõbgo yaa wala fo sẽn data yaa kõb kẽ-kẽyã n kell n tees tɩ yaa wala wẽnd bilga sẽn ninga sababo n kɩtda tɩ mooga gãmb bilga t'a pa kẽng nis yaase. Le semis sous couvert végétal est pratiqué dans plusieurs pays africains. Il reste marginal, notamment à cause du manque d'information des paysans et des techniciens. S'il constitue un vrai progrès, l'utilisation des engrais chimiques et des pesticides n'est pas supprimée. Reste le bio. En 2009, seulement 1000 sur les 500 000 tonnes de fibres produites au Burkina sont concernées. Les pesticides chimiques sont remplacés par des pesticides naturels et les engrais chimiques par la fumure organique produite par le bétail. Le sol s'améliore, les traitements coûtent moins cher. Seulement la fumure peut manquer, les paysans n'étant pas traditionnellement des éleveurs. Autre inconvénient majeur, la culture bio nécessite un travail encore plus important que la culture classique du coton. Le producteur est certes mieux rémunéré avec le bio, mais il reste dépendant du marché mondial. Or, l'exportation de matières premières brutes a montré ses limites dans le développement socio-économique de ces pays. Le paysan producteur doit évoluer comme un entrepreneur, mais en même temps, nous disons il ne faut pas aussi l'agro-business à outrance et contre un peu l'agriculture familiale. On vient de dépasser l'Umbila. Déjà, toute la région ici est déjà devenue propriété des agro-businessmen, comme on dit. C'est généralement les fonctionnaires de la haute fonction publique qui ont les moyens ou des opérateurs économiques qui, parce qu'ils ont les moyens d'acheter la terre à travers les structures habilitées à ça, on s'installe, on prend de grandes superficies, on fait de l'agriculture plus ou moins moderne et tout ça, mais en même temps, on a dépossédé les maraîchers qui étaient là. Un pays comme le Burkina peut dire qu'il est développé dans la mesure où il y a des vraies politiques agricoles, il y a des vraies politiques par exemple par rapport à l'éducation qui tiennent compte de nos réalités. Le contenu des cours ne tient pas compte de nos réalités. Pour l'instant, on a besoin de ceci, on a besoin de maîtriser l'eau. Mais combien d'instituts aujourd'hui forment des jeunes Africains burkinabés pour maîtriser l'eau? Il n'y en a pas. Donc le développement pour nous, c'est d'abord que le producteur puisse produire de façon libre, qu'il puisse vivre de ce qu'il produit. Voilà, c'est ça la souveraineté alimentaire. Le passage du droit foncier coutumier au droit foncier moderne ne doit pas se faire au détriment du paysan, sous peine d'accélérer l'exode rural et la misère urbaine. La structuration d'un marché ouest-africain pour les produits vivriers et la valorisation de la fibre de coton sur place permettrait de rendre la région plus autonome et d'y renforcer la souveraineté alimentaire. Mais au fond, les entreprises du Nord et les élites locales n'ont pas intérêt à remettre en cause un système qui leur est largement profitable.